Enfin, j'étais comme tous les techos en train de critiquer le CTO. Hein. J'ai toujours fait, tout le monde a fait ça. Hein. Enfin, tu vas frapper des murs et tu vas apprendre pour pas que ça recommence. Quoi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Salut Arnaud. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait quelques années qu'on se connaît, ça fait un petit peu plus de 10 ans. Ouais, on a repris contact récemment. On s'était eu de loin en loin pendant que tu étais Head of IT France pour Unibet France il y a 6-8 mois maintenant, et on a repris contact tout récemment et j'ai appris que tu avais quitté ton poste. C'est ça, mi-décembre. Ouais. Et du coup, j'ai appris que tu avais quitté ton poste. J'ai été, moi, j'étais surpris. Et puis là, on commence de fil en aiguille à parler, et tu me dis, tu m'expliques et tu nous expliqueras tout ça. Ouais. Et puis tu me dis, j'ai quitté mon poste et je vais rechercher un poste, pas forcément de CTO. Je sais pas encore exactement, mais peut-être retourner vers des postes un petit peu plus à dimension technique, moins managériale, qui peuvent passer de architecte, dev senior, engineering manager, engineering manager, pas mal, qui fit pas mal avec mon profil. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un témoignage intéressant qu'on peut avoir, parce que c'est pas forcément commun d'entendre quelqu'un dire j'avais un poste de CTO, et puis je vais pas forcément rechercher pour mon futur poste un poste de CTO avec les mêmes dimensions managériales. Donc du coup, pour une fois, je vais commencer un peu par la fin, en te demandant justement qu'est-ce qui fait qu'on quitte un poste qui peut être qui est considéré, qui serait considéré par beaucoup de monde comme un très très chouette poste de CTO Unibet France. Voilà. Quels sont les déclencheurs ? Moi, je suis arrivé là-bas, il y avait 4 personnes dans l'équipe IT, entre l'infrastructure et le développement, en m'incluant moi. Donc du coup, c'était quelque chose de très petit, donc il fallait mettre la main à la pâte sur beaucoup de sujets, incluant la technique. Et maintenant, c'est rendu une équipe de 20 personnes, donc je fais moins de technique. Plus ça allait, moins j'en faisais. Et même sans faire, on devient de plus en plus loin de la technique. C'est-à-dire qu'on est, même dans les choix techniques, on devient de moins en moins, on est moins inclus là-dedans, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont travailler tous les jours dessus, donc forcément, ils sont plus à même de faire des choix éclairés que quelqu'un qui passe souvent dedans, quoi. Donc, du coup, moi, ce que j'aime faire dans la vie, dans mon métier, c'est ça, c'est la technique, c'est vraiment, je suis toujours curieux de tout ça, et du coup, je sais que ça va me manquer. Et avant que je fasse trop ce poste-là sans technique, qui après va me mettre dans une espèce je vais être dans le coin, quoi. Je pourrai plus changer vraiment après. J'ai décidé de partir essentiellement à cause de ça. Et voilà, ouais, c'était pas mal à cause de ça. Après, les dimensions managériales, voilà, c'est pas ce que je suis pas un manager dans l'âme. Moi, j'ai commencé comme étant techos, en fait. Je suis un technicien à la base. Donc, je suis pas un manager. J'ai pas appris à être manager. Donc, je l'ai appris sur le tas. Donc, j'aime le faire, mais j'ai pas envie que ça devienne tout mon travail. Donc, en fait, c'est le succès que tu as eu sur les 3 années, le succès d'Unibet France et le succès qu'il y a eu dans la croissance de l'équipe et de la taille de la direction technique de Unibet, qui fait que, au final, l'intérêt du poste pour toi, c'est un peu émoussé, quoi. Ouais, comme on disait, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a différents types de CTO. Il y a des CTO qui sont, ça va du CTO qui va être développeur et avec 0 personne avec lui, où il va devoir tout faire, au CTO de Microsoft ou de Google. Enfin, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est sûr qu'ils vont pas devoir faire les mêmes choses. Bon, et il y a pas mal d'étapes, bien sûr. Et du coup, évidemment, moi, j'ai plus envie, je veux pas aller vers le CTO de Google, si tu veux. D'accord. Ça m'intéresse pas, forcément. Okay. Ça fait pas bizarre de dire ça, et puis on va pas me le proposer de toute façon, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas forcément envie de faire ça. Je préfère être un peu hybride entre gérer des gens et aussi être influent dans la technique, c'est-à-dire de m'intéresser encore aux problématiques techniques.
Je suis encore quelqu'un qui adore regarder les logs, par exemple. Je peux regarder pendant 1 heure des logs et c'est pas un bug. Enfin, c'est pas quelque chose qui me débecte et j'aime faire ça. Donc je suis encore proche de la technique. Peut-être que dans 4-5 ans, je vais commencer soit à me trouver en échec par rapport à la technique parce que ça va trop évoluer, que je vais peut-être pas être assez à jour et que je vais être parce que quand on fait beaucoup de technique, il faut lire beaucoup d'articles, il faut se tenir au courant et peut-être que ça va plus me plaire et je vais peut-être plus m'intéresser au côté managérial. Probablement que ça va se passer comme ça, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc j'ajuste en fait. Et alors, t'as dit quelque chose sur lequel je voudrais rebondir. Là, t'as dit je voulais pas m'éloigner de la technique trop avant d'être mis dans une case et de plus pouvoir revenir vers la technique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la recherche bon là, je sais que tu prends le temps vraiment de faire de la veille, t'as pas repris j'ai cette sensation, un poste. cette sensation en tout cas de devoir vraiment devoir expliquer en fait, limite de devoir dire que j'ai pas été vraiment CTO et de IT de Unibet, de dire j'étais quelque chose d'un petit peu plus opérationnel que vraiment ce que j'ai fait, parce que sinon les gens pensent que en fait, je pense que c'est un truc très français, je vais pas faire de cliché, mais c'est un truc très français de dire tu prends une direction puis après tu fais des études, faut que tu travailles là-dedans, sinon le reste t'as pas accès. Et pareil dans une carrière, quand on commence à tester quelque chose, derrière on s'attend à ce que tu le fasses tout le temps. Et en plus, comme on considère que le boulot de CTO c'est monter un peu vers le haut, on considère qu'il faut absolument que tu ailles encore plus haut, c'est-à-dire faire CTO d'une boîte plus grosse, avec une plus grosse équipe, avec un plus gros salaire. Et en fait, je suis pas sûr que ça soit le modèle qui existe maintenant. Enfin, je pense que le paradigme a changé aussi avec une nouvelle génération. Je pense que ça fonctionne plus vraiment comme ça. Ça a dû fonctionner comme ça auparavant, parce que c'était comme les gens étaient beaucoup plus carriéristes et ils voulaient monter, puis plus arrêter de monter, quoi. Et maintenant, je pense que c'est des choses un peu différentes. Donc, voilà, ça me paraît. Mais du coup, tu te sens quand même, toi, aujourd'hui, obligé d'expliquer un petit peu, ou alors d'adapter le discours en fonction du poste adressé et de pas forcément évoquer toute la partie managériale, coordination. Pour l'instant, je le fais pas trop, parce que j'ai envie de. Enfin, c'est quand même. Je sais pas, j'ai fait quand même un truc pendant 3 ans et. C'est comme quelqu'un qui fait une thèse et qui on dit ça serait mieux que tu caches ta thèse pour trouver un travail après. C'est quand même, t'as fait 3 ans de taf qui était quand même plutôt dur et t'as appris plein de trucs et maintenant faut que tu dises que tu l'as pas fait. C'est gênant. Je sais pas. Je sais pas, j'ai un orgueil minimum. Et du coup, j'ai pas envie de dire ça et peut-être que je vais le faire. Non, j'essaie justement de trouver des gens qui vont, et je prends le temps comme tu disais, qui vont comprendre que je peux apporter quelque chose à une boîte. Et voilà, après effectivement je leur dis il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'au niveau du salaire ça va pas être la même chose et j'en suis conscient et je l'ai intégré et moi ça me dérange pas de faire ce genre de D'accord, mais j'allais te poser la question comment tu réconcilies justement cette problématique salariale derrière qui peut exister en fait entre le. Ouais, mais je peux comprendre. Après, et en fait là c'est le sujet. Ça rentre dans le perso, mais ça dépend des problèmes personnels qu'on a. Si jamais on a une famille avec un emprunt, etc., j'imagine qu'il faut garder le même niveau de salaire, sinon on risque d'être un peu en danger. J'ai peut-être un emprunt, mais je suis pas dans un danger comme ça. J'ai pas besoin d'avoir forcément un gros salaire. Quand j'ai choisi d'être CTO chez Unibet, je suis pas allé pour le salaire. J'y suis allé parce que on me proposait un challenge que j'avais même pas prévu dans ma vie. Et je me suis dit, j'étais comme tous les techos en train de critiquer le CTO. J'ai toujours fait ce tour, on a fait ça, en train de dire mais qu'est-ce qu'il fait bien sûr. Et du coup, dans ce cas-là, si on te propose de le faire, si t'as critiqué, t'essaies de le faire pour voir si t'es meilleur que les autres ou si tu peux le faire. Et là, tu te rends compte des problèmes. Et après, je pense que ça peut apporter ça aussi à une entreprise, c'est que moi, je peux aider un CTO, par exemple, parce que j'étais à sa place. Donc je vais peut-être lui faciliter le travail, plus que vraiment emmerder. Mais du coup, c'est ça que je peux apporter à une entreprise. Et voilà, c'est ça. Mais au niveau du salaire, j'ai pas de problème de pouvoir changer. Et puis après, après on en parlera peut-être plus tard, mais le télétravail, je pense que c'est aussi ça, c'est un déclencheur. Je pense que c'est un moment important où on peut se permettre de pouvoir vivre ailleurs, avoir une qualité de vie différente.
Mais pour ça, il faut accepter aussi d'avoir un salaire différent. Je veux dire, on va pas non plus se dire, je veux absolument avoir le salaire de CTO, et puis vivre ailleurs, sans être à Paris. Enfin, il faut aussi faire des concessions. Et c'est ça que j'ai envie de faire en ce moment. Donc, si je restais à Paris, peut-être que j'aurais peut-être pas la même. Enfin, j'ai envie de changer. Du coup, ça va ensemble en fait. Ouais, il y a pas mal de. Je pense pas. Je suis pas tout seul. Hein. Ouais, non. Pas mal de gens se posent ce type de questions. Effectivement. Mais du coup, ça va aussi avec un changement de salaire, parce que tu as un changement de vie et un changement de poste. Et après, tu peux peut-être retrouver après ce genre de poste plus tard, si tu as envie. Mais après, dans un choix de carrière, c'est pas linéaire en fait. D'accord. Ouais. Ok. T'as dit il y a une petite minute, en fait on m'a proposé, repartons du début, on m'a proposé un poste que je pensais même pas qu'on me proposerait dans ma carrière, donc je l'ai pris. Alors comment ça s'est passé en fait J'ai travaillé à la SACEM pendant 2 ans et j'étais Tech Lead, Scrum Master, Tech Lead, Java, Angular, un truc assez classique. Et après je me suis mis à... Bon, je fais une grosse pause, j'aime bien faire des pauses après avoir arrêté un boulot, on m'a proposé plusieurs choses. Alors c'était vraiment assez bizarre parce que j'avais vraiment on me proposait 3 postes différents, mais complètement différents. On me proposait de travailler pour je peux peut-être dire ça s'appelle AB Testy en fait, c'est un genre de Criteo si je me souviens bien, pour travailler en tant qu'expert technique sur une stack Big Data, mais une Rolls-Royce avec tous les mots-clés qui va bien, avec du Kafka, avec du Spark, avec tout ça. Donc j'étais super chaud pour travailler là-dessus, parce que moi en termes techniques, ça me plaisait beaucoup. On me proposait de travailler chez les Furets. Alors au début c'était pour faire un poste de tech lead, après ils voulaient adapter ça pour faire un poste que je pense maintenant on peut dire un peu engineering manager. En fait c'est un peu être sous le CTO, mais gérer une partie en fait de l'IT. Et Unibet qui propose d'être là du coup CTO. Donc j'avais les 3, j'ai dû être vachement chiant avec mon entourage parce que je leur pourrais parler de mes problèmes de riche, c'est-à-dire à choisir entre 3 boulots qu'on me proposait qui étaient plutôt intéressants. Et je me suis dit, les autres, ça va dans une... Disons que c'est un peu normal comme lignée qu'on me propose ce genre de boulot-là. Et même si ça m'intéresse, Unibet c'était un truc que je pensais pas du tout qu'on me proposait parce que je pensais pas que j'avais le profil, etc. Et Unibet cherchait quelqu'un on allait parler avec Mathieu Drida qui est le directeur général, de low profile, c'est-à-dire il voulait pas mettre un CTO très expérimenté ici parce qu'il y avait un legacy énorme, etc. Il voulait quelqu'un qui allait s'adapter avec la structure. Donc quelqu'un qui avait pas un background de CTO de grosse boîte, sinon ça allait être un petit peu compliqué à gérer. Donc du coup je me suis dit, ça a bien fité, et je me suis dit allons-y, tentons le truc comme je disais tout à l'heure. Le poste qui est en rupture. Ouais, c'est ça. Disons que les CTO que j'ai vu des CTO avant, et je vais dire, est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que je peux le faire ? Mais par contre, vraiment, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Dans le sens où j'avais pas de. Si à ce moment-là on m'avait dit en débutant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense que si jamais des gens avec qui j'ai travaillé m'entendent, de toute façon ils auront beaucoup de remarques, mais surtout ils seront d'accord. Parce que je savais pas du tout, je savais pas ce que j'allais faire tous les jours. Je n'avais pas, on en avait parlé un peu parce que même le directeur général qui m'avait embauché ne savait pas plus parce que lui il reprenait l'entreprise, il avait repris 1 mois avant. Et le contexte était le suivant, c'est que le directeur général, l'ancien, était parti chez le concurrent et le CTO était parti chez le concurrent. Et aussi une autre personne dans le comité de direction. Donc on était dans une crise totale. Totale. C'était total. Et du coup, dans ce contexte, ça je le savais le contexte, mais quand on te parle de ça, tu écoutes un peu et tu te dis oui, bon, comme tous les postes, c'est toujours un peu complexe. Bon, c'était un peu plus que la norme. Donc tu savais pas ce que tu allais faire. Enfin, c'était pas très concret. Je connaissais les stacks techniques, mais le day-to-day, j'étais un peu dans le flou. Je savais pas trop vraiment ce que ça voulait dire être CTO en fait. Et alors du coup, les premières semaines, justement le moment où tu fais cet état des lieux, où finalement t'as priorisé
C'était très dur, hein, parce que déjà il fallait comme je disais, c'était un moment de crise. C'est-à-dire que les gens qui étaient partis, il manquait beaucoup d'informations. J'avais pas toutes les informations nécessaires. Je sais qu'au début, je faisais des chats avec l'ancien CTO. Enfin, on a fait 2-3 chats, pas beaucoup. Je rassure si jamais quelqu'un écoute. Il n'y a pas eu d'informations. Oui, ouais. Il a été très gentil d'ailleurs, parce qu'il aurait pu très bien me dire, moi, je veux plus entendre parler d'Unibet. Et il m'a donné quelques informations. Et avec les gens qui étaient présents, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup il fallait que je comprenne ce que c'était comme métier, en fait, vraiment le fonctionnel, comprendre la stack de dev, la stack d'infrastructure, et comme justement Unibet appartient à un groupe suédois, donc quand il y a un nouveau head of IT qui arrive, il est très sollicité, en fait, parce qu'il voulait reprendre un peu la main sur cette partie du groupe. Donc beaucoup sollicité de toutes parts. Donc c'était un peu... Les premiers mois, c'était très dur, hein, très très dur. Et j'ai fait la première erreur, c'était de pas m'intéresser, parce que comme il y avait plein de choses que je devais découvrir, je suis pas allé là où j'avais moins de compétences tout de suite. Donc je suis pas allé vers l'infra tout de suite. Je suis allé beaucoup plus pour découvrir le dev, pour avoir une idée de ce qu'on faisait. Première erreur, aller vers ce qu'on connaît pas. Passer plus de temps vers ce qu'on connaît pas que de ce qu'on connaît un peu plus. Alors attends, t'as dit première erreur, tu n'as pas mis assez de temps sur la partie infrastructure. Ouais. D'accord. J'ai pas passé de temps avec eux, pas assez de temps vraiment. Et ça c'est une erreur. Il faut tout de suite passer du temps vers là où c'est plus flou, quoi. Ça paraît logique de le dire, mais quand quand on reprend quelque chose avec beaucoup de travail dans tous les sens, à un moment donné, il faut un peu une zone de confort. Donc on va vers la zone de confort. Ça c'est humain. Sauf qu'en fait, faut pas faire ça. Et pourquoi ça a été factuellement, pourquoi ça a été une erreur, du coup ? Parce que je me suis pas rendu compte de la somme de travail qu'ils faisaient. C'est-à-dire que, moi étant dev, en fait, sans avoir travaillé trop avec des gens d'infrastructure, je me rendais pas assez compte du montant de travail qu'ils avaient. Donc probablement que si je m'étais rendu compte plus tôt, j'aurais poussé plus tôt à recruter plus de ce côté-là que de l'autre côté. Mais de toute façon, parce qu'à cette époque-là, on avait 2 personnes en infra et 1 personne au dev. C'est un peu ridicule, hein. Des gens historiques, du coup ? Des gens historiques, ouais. Des gens historiques. C'était là depuis chacun, c'est à peu près en moyenne, c'était 5 ans, je pense. 5 ans qu'ils étaient là. Ouais. Et alors, du coup, il y en a qui a plus 10 ans, mais une équipe de 4 personnes, plus une personne qui était en freelance et qui était un électron libre. Mais et du coup, comment on fait pour, au niveau de légitimité, t'arrives dans l'équipe, t'as jamais eu ce type de poste avant. C'est pour ça que je dis qu'il fallait passer plus de temps avec les gens qui font de l'infra pour gagner, alors pas en légitimité, hein, parce que moi je savais pas faire leur travail, mais par contre gagner qu'ils aient l'impression qu'on s'occupe d'eux. D'accord. Qu'on comprenne leurs problématiques et que voilà, parce que ça on peut pas être, de toute façon, quand on est CTO, je pense que j'ai regardé un article, je pense que 60% des gens viennent du dev et puis 40 viennent de l'infra, un truc comme ça, je crois. Alors maintenant c'est peut-être différent, mais on va se faire fact-checker, attention. Alors peut-être que l'article que j'ai vu n'était pas le bon, mais en tout cas, de toute façon, c'est difficile d'être, à part des CTO qui ont fait le boulot depuis plusieurs années, où là ils ont à peu près une idée de tout, mais quand on fait la première fois, on est pas mal sur un des aspects où on est assez bon, et le reste, on en a forcément entendu parler, on sait que ça existe, etc., mais c'est pas notre zone où on a beaucoup travaillé, donc on est un petit peu ignorant là-dedans. Donc on sera pas légitime, de toute façon. Ouais. Laisse tomber, ça arrivera jamais, parce qu'ils sont déjà plus forts que toi, et tu vas pas. Et de toute façon, je pense pas que la légitimité, elle vient pas forcément par là. Alors c'est plus simple quand tu as les connaissances, c'est-à-dire que si tu es plus compétent, tu es plus légitime, donc ok. Mais en fait, je pense que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un qui domine techniquement, en fait. Ils ont besoin que tu comprennes leurs problématiques et que tu facilites leur travail. Donc j'aurais très bien pu dire, ok, vos problématiques c'est quoi ? Vous n'avez pas assez de monde, ou bien vous avez besoin d'un nouveau soft, ou vous avez besoin qu'on injecte de l'argent plus par là, et après de le faire. Mais sans si jamais il y a un bug en prod ou je sais pas, il y a un script shell qui marche pas, j'ai aucun intérêt d'aller résoudre le problème. Tu vois. Par contre, il faut que je comprenne le temps qui passe à travailler et s'il faut structurer quelque chose, ou bien mais il faut les aider là-dessus. C'est ça qu'il aurait fallu que je fasse dès le début. Je le fais plus tard, mais du coup après ça crée des conflits parce que tu vas avoir des gens qui se sentent un peu plus mis de côté. Et ça c'est du management.
Et après, il faut apprendre à gérer ça. Et la légitimité, tu l'as. Quand tu deviens CTO, je pense, d'un endroit où c'est déjà en place depuis 10 ans et que tu arrives à avoir une légitimité technique, mais fonctionnelle, forcément, si les gens sont là depuis très longtemps, ça va être dur. Tu vas courir après, en fait, à chaque fois. Donc, c'est pas là où il faut que c'est courir après des chimères de faire ça. En fait, ça sert à rien. Il faut que au fur et à mesure, tu comprennes, mais tu es là pour les aider, en fait. C'est eux qui. La légitimité, si on résume, c'est tu l'acquiers en étant le facilitateur de leur travail. Je pense, ouais. Parce que c'est ça qu'ils attendent de toi, en fait. C'est pas. Ils n'attendent pas d'avoir un Superman. Après, moi, quand je suis passé, la personne qui était là avant moi était quelqu'un qui avait déjà développé la solution, la plateforme. Je pense qu'il était là depuis 6 ans. Donc lui, il avait la légitimité technique de base. C'est pas pareil. Donc tu viens après un mec comme ça, c'est pas facile, ouais. C'est pas évident. Ok. Et alors du coup, en 3 ans, des gros chantiers, des gros succès, des grosses fiertés, des gros enjeux techniques. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de laisser. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens très compétents. Hein. Je vais pas leur passer de la pommade. Hein. Il y avait d'autres problèmes. Mais disons qu'ils étaient. Je pense que je peux dire que tout le monde était assez compétent, très compétent. Donc en fait, on a pu avancer assez vite sur des refontes techniques. Alors, je pense que par rapport à ce qu'on avait en tête, on a dû en faire, je sais pas, 30%, parce que en fait le chantier était énorme. Et on a fait beaucoup de microservices. On utilisait Spring Boot. Je pense que maintenant il doit y avoir une 25 microservices en Spring Boot qui traînent sur la plateforme. Avant, c'était plutôt une plateforme avec des gros monolithes qui faisaient beaucoup trop de choses par rapport. Donc c'était dur à maintenir. Donc vous êtes tout refondu sous une architecture microservice. Ouais, disons, on a adapté parce que tu peux pas tout refaire, parce qu'il y a aussi une roadmap de produits et business qu'il faut faire. Hein, parce que à côté de ça, les concurrents, ils avancent vite, surtout quand tes concurrents, ils ont fait la plateforme que tu es en train de gérer, quoi. Et on parle toujours de. Ouais, toujours. Et les rouges. Et du coup, on a fait ça. Donc aussi, c'était de laisser. Je pense que au niveau du dev pur, du code, il y avait beaucoup de features de nouveaux. Alors on parle de Java, hein, mais de la version de Java qu'on utilisait, qui était la 8, qui n'était pas utilisée. Bon, je pense que c'était aussi peut-être l'ancien CTO qui n'était pas trop chaud pour ça. Donc le but, c'était de dire, bah non, vas-y. Hein. Je dis ça, utiliser le dev, vas-y, utilise les nouvelles fonctionnalités du langage, c'est le but, il n'y aura pas de problème de performance, ça j'en suis certain. Et en niveau technique, on a refondu tout le front-end, donc ça a pris du temps, hein. Je veux dire, ça a été fait la dernière année. Ça a commencé quasiment 2 ans avant, on a commencé ça 6 mois avant, je pense que j'arrive, et ça a été fini 6 mois avant que je parte. Tu vois. Et tout refait en Vue.js parce qu'il y avait un framework JavaScript qui était vanilla JavaScript qui était fait avec quelqu'un c'est un du succès qui a fait le succès d'Unibet, c'est vraiment ce framework JavaScript qui a été fait à maison, hein, qui a été ultra performant, ultra adapté au mobile, fait par une personne, hein. Enfin, c'est une personne qui a fait tout le front Unibet. Exactement, ouais. Quand je dis tout le front, c'est aussi le print, toutes les images, etc. C'est tout. Et le testing avec des mobiles. Donc, un mec qui bossait la nuit, c'était assez bizarre comme fonctionnement, mais le truc, c'est que ça a fait vraiment un truc assez efficace, quoi. Et on a mis quand même 2 ans à le remplacer pour avoir les mêmes performances. Pour être ISO, quoi. Ouais. Mais il fallait le faire pour pouvoir recruter, en fait. Sinon, tu recrutes personne avec un framework maison, il n'y a personne qui veut travailler dessus. On a essayé de recruter des gens qui font du vanilla JavaScript, mais on n'y est pas arrivé. Il fallait, au final, on a pris l'équipe de dev qui sont tous venus full stack là-dessus et ils ont dépoté. Donc du coup, là on dérive sur un peu les choix techniques. Quand on a ton poste, on fait des choix techniques, on fait des benches de solutions. Là, vous êtes parti sur la partie refonte, sur une architecture microservice et sur back Java 8 Spring Boot et en front du JS. En front, pourquoi ces choses-là et Angular pour tout ce qui était back office.
Ce qui guide les choix au final, c'est le fait d'avoir une communauté, c'est les performances. Déjà quand tu arrives, c'est déjà un environnement Java. Donc back. Tu vas pas changer de langage, donc tu gardes ça. C'est déjà un environnement Java sous Spring. Ouais. Donc naturellement, c'est des choix qui sont un peu entendus. Hein. Naturellement, quand tu vas faire des nouvelles applications, quand tu vas refondre des applications existantes ou bien refaire une application, tu vas pas aller faire ça avec un Tomcat et générer un war. Tu vas quand même faire ce qui est les bonnes practices de Spring en ce moment, c'est utiliser Spring Boot parce que tu déploies un jar qui déploie le serveur. Il y a tout un système de properties qui est super bien fait. Enfin, quand je dis que c'est entendu, c'est que franchement, ça paraissait logique de le faire. Enfin, il n'y a pas besoin de. Les compétences de l'équipe, elles étaient déjà Java. T'imposes rien. Tu dis, enfin, c'est eux qui le proposent aussi. Enfin, on est d'accord. C'est même pas un sujet, quoi. Mm-hmm. C'est évident que ça se fait comme ça. Donc, on a embauché aussi un tech lead. Enfin, au début, il n'était pas tech lead, mais un développeur full stack qui est extrêmement talentueux, qui fait que maintenant il est tech lead et même development manager, et qui a beaucoup aidé pour j'ai pas besoin d'imposer des choses en fait. Lui, de toute façon, par sa connaissance technique, on le faisait naturellement. Et tout n'a pas été refondu parce que pas le temps. Puis il y a des endroits très critiques où c'est plus compliqué à toucher. Comme toutes les applications qui ont 10 ans, il y a des endroits c'est un peu difficile. Mais on a voulu vraiment garder. Alors le front a été fait en Vue.js, le front de l'application, qui est une application TPWA, qui est une application qui roule aussi dans l'application mobile, et aussi le back. On a fait du Angular pour le back. On n'a pas fait du Vue pour les applications back, parce qu'on avait commencé à refondre des applications back avant de choisir Vue. Et là, j'avais dit Angular, parce que moi, j'avais aussi un background avec Angular, donc j'ai dit Angular. Et on n'avait pas commencé beaucoup. Hein. On aurait pu très bien dire, ok, on arrête tout, on reprend Vue. Mais en fait, c'est pas plus mal, parce que c'est ce que je me disais. Je me dis, là, on a Vue d'un côté, on a Angular de l'autre. Alors déjà, pour moi, je pense que les développeurs Java qui sont back, qui n'ont jamais fait de front, les faire monter en Angular, je pense que c'est très simple, parce que c'est les mêmes concepts qu'une application back. Il y a de l'injection de dépendance, c'est un peu magique pour certains, mais ça va très vite pour monter dessus, je trouve, moi en tout cas, que du Vue ou du React où faut plus être fort en JavaScript ou TypeScript. Là c'est du TypeScript aussi, donc c'est pareil, mais et ça fait aussi deux technologies front, c'est-à-dire que quand on recrute, on est en train de dire chez Unibet tu vas faire du Vue, tu vas faire du Angular, ça a de la gueule, hein. Et ça nous a beaucoup servi aussi pour le recrutement. Pour les recrutements full stack, donc du coup le choix des technos, il est à la fois toujours. Enfin, il est aussi, il est lié aussi, il a une composante recrutement en fait. Bien sûr. Pouvoir attirer les talents, pouvoir attirer. Évidemment, tu fais souvent même, je pense que pas mal d'entreprises font ça juste pour attirer des talents, parce que leur stack doit très bien marcher. Mais nous, on avait honnêtement, c'était dur à maintenir, certes, mais au niveau de la performance, le framework JavaScript marchait très bien. Et si personne veut travailler dessus, comment on fait ? Surtout que la personne était en train de partir. Je sais aussi le concurrent. C'est vrai. Hein, et j'ai une autre personne qui est partie chez le concurrent encore. Au final, on parle d'un concurrent qui avec un B au départ. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Tous 5 personnes de l'équipe. 1, 2, 3. Ouais, 3 personnes d'équipe IT plus direct. Ouais, il y a du monde qui est parti. Et alors du coup, thématique recrutement. C'était mon gros chantier, ça. Ouais. Mon gros chantier recrutement. C'était quelque chose que tu avais déjà fait auparavant, jamais? J'avais fait si parce que en tant que Scrum Master et Tech Lead de l'équipe, je faisais passer des entretiens à des consultants à SACEM. Donc j'avais l'habitude de faire passer des entretiens, mais je m'occupais pas de comment recruter, comment faire venir les gens en entretien. On me proposait des CV, je disais. Donc toi tu faisais pas le sourcing, par contre tu tâchais d'attirer et d'évaluer. Ouais, avec moins d'implication, donc j'étais un. Je parle à Unibet. Ah oui, bien sûr. À Unibet, là, c'est toi qui allais chercher les profils aussi ? Alors, on avait une partie, on essayait de le faire tout seul. Ah ouais. Donc avec LinkedIn, j'avais fait une technique
Après, on se fait taper sur les doigts. C'est toi qui allais chasser sur LinkedIn les. Alors pas totalement moi. En fait, moi j'écrivais. Alors c'est moi qui faisais les job desks, les sélections machin. Mais j'écrivais en fait une espèce de message où je signais Arnaud, CTO Unibet, et que la personne qui faisait Office Managers, et qui dans Unibet il y a un pipeline en fait avec tous les profils qui ressemblent un peu à ce qu'on veut. Et à l'envoyer tous les jours je crois que la limite c'était 10 ou 20, je sais plus. Je dis tu prends les profils, peu importe, tu balances mon mail tous les jours. Et ça a marché quand même pas trop mal. Ouais. Donc ça a bien marché. On arrivait à le faire sans boîte de recrutement. On est arrivé à recruter pas mal de gens sans, aussi par de la cooptation interne. Donc toi, pas de difficulté. Au final, tu as dit que ça a été un gros chantier, mais pas de difficulté majeure. Il y a quand même, ça prend beaucoup de temps à faire tout ça. Quand même. Il y a beaucoup de... c'est le temps aussi en interne. Tu dois dealer avec des RH, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Même LinkedIn, il y a des messages qui étaient envoyés, c'est pas moi qui les envoyais, mais par contre, il fallait bien les lire. Et il fallait bien voir si les profils étaient intéressants et puis décider s'il y avait après un entretien. Même au début, c'est moi qui gérais le planning des entretiens. Savoir, c'est moi qui les appelais et tout ça. Après, ça a été fait par une autre personne. Mais je passais beaucoup de temps à faire du recrutement. Ça, c'est la partie qui marchait bien, c'est tout le back, full stack, parce que justement, avec ce qu'on proposait, ça marchait assez bien. Par contre, la partie infra, c'était beaucoup plus difficile à recruter. Et là, on avait besoin de cabinet de recrutement. Ouais. Sur la partie infra réseau, ok. Infra, on faisait tout là, mais. Et qu'est-ce qui était dur? C'était vous rencontriez pas, enfin il n'y avait pas de profil, vous rencontriez pas au niveau du salaire. Non, pas de profil. On payait bien. Il n'y a jamais eu de. Je me souviens pas qu'il y ait des gens qui aient vraiment dit le salaire c'est pas bon, je viens pas. Non, ça payait bien. Non, il n'y avait pas de profil quoi. Et alors la solution du coup, donc c'est pas sur le dev que tu as eu que ça a été le goulot d'étranglement au niveau recrutement, au niveau infra pour au final recruter. Là il y a eu maintenant c'est 7 personnes je pense dans l'équipe infra. Il a fallu mettre encore plus de boîtes de recrutement en parallèle et puis faire du suivi beaucoup avec eux et puis des fois ajuster les offres d'emploi pour voir si ça pouvait pas marcher soit en changeant les technos parce qu'en fait on s'était dit peut-être qu'il faut rajouter des technos pour que ce soit plus attractif ou bien tout simplement en changeant vraiment comment la job desk, la description de poste était faite, peut-être pas assez claire mais par contre ça prenait des mois avant de trouver quelqu'un. Ouais. Parce que du coup, ce qu'il faut expliquer chez chez Unibet, mince, on coupe pas, on fait pas de montage ici. À force de parler du concurrent. Bon, chez Unibet, ouais. Chez Unibet, les infras, c'est pas du cloud. Non, c'est pas du cloud. Tout est fait. On gère notre propre data center. Enfin, on gérait. Enfin, en tout cas, ils gèrent toujours, mais c'est pas le mien. Disons que ces data centers sont ceux d'Unibet, les machines sont achetées, donc il faut aussi acheter les machines, c'est géré par l'équipe infra. Il faut, il y a tout ça, il y a tout ça à faire. Le réseau est géré aussi par Unibet, donc c'est pas du cloud, c'est du cloud privé si tu veux. Il y a VMware, donc c'est du cloud privé. Donc les mecs infra que tu recherchais, c'était des mecs qui géraient ça. Et puis il y avait quand même une exigence technique. Qui était quand même assez élevé. On a eu, il y a aussi ça. On a eu aussi beaucoup de gens d'entretien qui étaient pas assez bons. On arrivait même à un point que c'est moi-même qui faisais les premières questions parce que les mecs étaient trop nuls. On a eu des vraiment problèmes, des choses vraiment hallucinantes. J'espère que si Yann m'écoute, ça va le faire marrer. Tu sais, souvent dans des systèmes comme ça, il y a des fichiers de log, et les fichiers de log, il faut les regarder, il faut les lire. Et il y a une commande connue par tous les gens qui font de l'infra et même du dev pour pouvoir faire défiler un fichier de log en temps réel. Ça s'appelle un tail, -f pour le faire défiler. Ça, moi, si jamais je considérais que si les questions, ils répondaient pas à mes questions à moi, c'était pas la peine qu'on aille plus loin. Et on a eu beaucoup de gens qui ne répondaient pas à cette question, et pourtant ils faisaient de l'infra. Et ça,
C'était parce que sinon tu passes 1 heure à parler avec quelqu'un et tu t'aperçois à la fin en fait qu'il n'y a pas les techniquement il n'y a pas les fondamentaux. Ouais, c'est ça. Donc moi je commençais je disais, bonjour Arnaud et je passais justement cette question-là tout de suite. Et s'il n'y avait pas de réponse, on disait au revoir. Et alors cette question-là, elle fait le filtre sur combien de candidats? Moi je pensais que ça sur devait 3, faire 2 sur 0 3. quoi. À un moment donné, ouais, ça, je peux pas compter, mais je sais qu'il y a au moins 3-4 personnes qu'on a recalées à cause de ça. Sur ces questions. Ah mais ça c'est la base de la base. Hein. Et alors, du coup, est-ce que tu as des questions un petit peu est-ce que tu as des petites questions que tu poses toi, ta question à toi en entretien de En recrutement? fait, surtout pour le dev en fait, mais j'aime bien, c'est pourquoi en fait. Souvent j'aime bien me poser la question un peu conceptuelle. Des questions pas simplement. Souvent les personnes arrivent et balancent beaucoup de techno, beaucoup de noms techniques, c'est des acronymes, etc. Mais moi ça m'intéresse, mais pas tant que ça. J'ai envie de savoir si les concepts ils les maîtrisent. Par exemple, tu poses des questions, qu'est-ce que c'est la programmation fonctionnelle pour toi? Alors il n'y a pas forcément une réponse, mais au moins il a un avis quoi. Et si la personne n'a aucun avis là-dessus, c'est-à-dire qu'il utilise ça et il peut même en parler dans son CV, mais il ne sait pas ce que c'est, ça me dérange. Programmation réactive ou programmation, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, programmation fonctionnelle, des choses assez. Voilà, c'est des concepts. Si jamais on s'est amusé à faire ça, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Après, je demande pourquoi. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on ne continue pas de développer comme à la papa, comme avant? Pourquoi? Et pourquoi on fait chier avec ça? Et là, du coup, j'aime bien avoir l'avis. Et peu importe si pour moi c'est pas une bonne réponse, parce que je trouve que c'est pour moi c'est pas une bonne réponse, et qu'en fait c'est quand même une bonne réponse, c'est qu'au moins la personne a un avis là-dessus, quoi. Donc il s'intéresse à l'informatique. Il n'est pas simplement un utilisateur, un utilisateur, un mécanicien. C'est ça, voilà. Genre, je fais du code, je fais un for, un if, très bien. Non, il y a des concepts derrière, même mathématiques, qui sont intéressants à comprendre. Et quand on a des gens comme ça, derrière, c'est quand même, on sait que même pour tout ce qui est fonctionnel, pour les compréhensions du business, etc., ça va aller bien. Mais sinon, ça peut être. Moi, quand je travaille à SACEM, c'est un peu différent. Ouais. Donc, c'est important de poser ces questions-là. Et puis, je pose une question aussi très très basique, c'est quels sont tes horaires de travail? C'est un peu vieux jeu, c'est un peu déstabilisant des fois. C'est juste pour savoir si les gens me disent moi je travaille tant qu'il est nécessaire de travailler. Bah non. Est-ce que tu n'as pas des réponses toujours convenues sur cette question? Non, généralement les gens répondent un peu. Je me souviens plus exactement des réponses que j'avais, mais j'ai quelquefois des gens qui vont me dire simplement ce que je veux pas en fait. Alors les autres, j'ai pas quelqu'un qui va me dire un horaire, je m'en fous un peu parce que je sais qu'il va être franc, il va dire effectivement moi je travaille jusqu'à 18h, après non, après je cherche mes enfants à l'école. En fait, il se raccroche à la vie quoi, la vie perso quoi. Ouais. Effectivement, à 18h tu vas travailler, tu vas chercher des enfants, même avant je pense. Et t'arrêtes de travailler quoi, on parle de choses terre à terre parce qu'en fait dans le recrutement, on recrute des personnes, des gens. Donc il y a des choses aussi en dehors du travail qu'il faut gérer et puis voir si ça fit avec l'exigence d'implication avec qui tu bosses quoi. Quand quelqu'un me dit que non je travaille tant qu'il faut travailler, si j'ai pas fini je continue, non. C'est bien ce que tu le fais, mais je pense que c'est parce que ça c'est la réponse que tu ne veux pas entendre en fait. Parce que je trouve pas ça honnête. Parce que c'est pas vrai en fait. Surtout quand tu penses, si jamais tu cherches un poste de manager assez élevé, je pense que ces questions-là tu les poses un petit peu moins. Mais quand tu passes un poste de développeur dans une équipe, écoute, non, tu travailleras le lendemain quoi. Tu vois, c'est pas la peine de travailler. Et nous on a eu des gros problèmes parce que des gens étaient ultra impliqués et ils travaillaient trop. Moi j'avais le problème inverse peut-être que de beaucoup d'entreprises, c'est qu'il fallait réfréner les gens à travailler quoi. Merci de prendre tes 11 heures de récupération entre les 2 jours de travail quoi. C'est un peu ça. Je faisais la course aux gens qui faisaient des commits à 1h du matin. Ismaël, si tu te reconnais. et c'est ça, c'est de dire, on avait ces problèmes-là en fait. Les gars qui travaillaient. Alors des fois, on a eu des problèmes où les gens travaillaient peut-être pas assez, mais dans les entreprises, j'aime bien poser cette question-là. J'aime bien que les gens soient honnêtes et même qu'on parle un peu de vie perso, de dire c'est quoi tes contraintes personnelles. Et pas simplement parler du travail en fait. Les contraintes personnelles, c'est important de les connaître avant quoi. Ok. Et quand on parle de recrutement et de croissance d'une équipe, fatalement il y a un moment donné quand on passe de 4 à 20,
Bah, il y a des problématiques entre guillemets d'organisation derrière, organisation du travail, c'est de responsabilité, de méthodologie projet. Comment t'as fait évoluer tout ça, bon, j'imagine ça a été des sujets pour toi aussi. Ah ouais. C'est déjà il faut mettre des middle managers à un moment donné. Il faut trouver le moment où est-ce que tu mets un manager. Forcément j'ai un manager de dev déjà dès le début, ce qui était là. En infra, il n'y avait pas de manager, donc je les avais en direct. Donc on a mis un manager à cette équipe. Et après, c'est quand le moment, du coup? Le moment, c'est quand aussi, moi j'ai plus le temps. C'est plus efficace, et c'est plus efficace de le faire, tu vois. Et quand il commence à y avoir une équipe, c'est-à-dire si t'as qu'une personne, c'est sûr que ça sert à rien. Et si jamais il commence à y avoir, pour moi, 2-3 personnes, ils peuvent pas être prise directement par le CTO en fait. Il faut que ça soit quelqu'un qui va s'occuper, qui va être à leur écoute de manière quotidienne quoi. Ne serait-ce pour faire des daily meetings par exemple. Le daily meeting, si c'est le CTO qui le fait, là ça va, c'est pas efficace quoi. Donc du coup, c'est à ce moment-là. Et après il y a les middle managers dans ces équipes là. Quand est-ce que tu en mets un Et ça c'est un peu plus touchy. Et puis il faut trouver, c'est pas simplement un manager, c'est quel est le rôle qu'il a? Est-ce que tu peux pas lui dire tu vas manager des gens seulement? Est-ce qu'il y a déjà un manager au-dessus? Par exemple, pour l'équipe de dev, on a dit on a pris une personne qu'on a mis comme technique, comme tech lead. Aussi, tu peux avoir d'autres problématiques, c'est que tu vas avoir des gens qui sont extrêmement talentueux et tu veux les garder. Et tu sais très bien que si tu les laisses comme entre guillemets simples développeurs, donc tu l'augmentes pas, parce que si tu veux augmenter quelqu'un, il faut aussi que tu puisses justifier que tu l'augmentes. Le plus simple, dans une organisation assez grosse, c'est que tu changes son poste. Parce que sinon, toi, tu aimerais bien l'augmenter, mais il faut l'expliquer après l'augmentation. Donc pour ça, tu changes de poste. Tu dis qu'il est tech lead. Tech lead, ça a une grille de salaire. Tu l'augmentes. Et tu arrives à garder cette personne talentueuse. Sinon, tu sais qu'il va falloir qu'à un moment donné, il va partir. C'est sûr. Tu sais ce que c'est. Et t'as eu le problème de vouloir en garder plusieurs et mettre beaucoup de tech lead, du coup? Ah, j'avais qu'un tech lead. Non, on a eu des gens qu'on voulait garder qui avaient juste des problématiques personnelles, genre ils pouvaient pas rester à Paris. Du coup, on a fait du télétravail avec cette personne-là. On a adapté son temps de travail pour qu'il puisse on a adapté pour s'adapter pour qu'il puisse rester, ouais. Et il faut s'adapter au maximum, mais tu te dis dans un environnement qui est un groupe. Donc quand c'est un groupe, tu dis dès que tu veux faire une augmentation, dès que tu veux bouger un peu les lignes, tu le justifies. Et pour le justifier, il faut trouver des moyens. Donc oui, il y a un lead technique. Dans l'autre équipe, après, là, je pense qu'avant de partir, moi j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un Scrum Master, par exemple. Pareil, tu vas monter quelqu'un. Et parce que l'équipe en a besoin, tu commences à avoir beaucoup trop de gens en râteau. Enfin, le chef de l'équipe, il commence à avoir 6 personnes en râteau, par exemple. Donc du coup, lui, à chaque fois, c'est lui qui me le dit aussi, à chaque fois, il a beaucoup trop de monde qui le sollicite pour demander qu'est-ce que je fais, parce que des fois, il n'y a pas assez de tâches dans le backlog, ou demander simplement, mais comment on fait ça, c'est quoi la règle business, il est beaucoup trop sollicité, du coup, il n'y arrive pas. Donc la solution, c'est à ce moment-là de mettre un middle manager pour que lui, il puisse souffler et que les autres prennent la connaissance. Parce que ton chef d'équipe, c'était quelqu'un qui avait à la fois une casquette, si je comprends bien, PO et Scrum Master, en gros. Non, il était dev back à la base. Ah, d'accord, ok. Et il est devenu chef de l'équipe de dev. Et il avait un profil, maintenant c'est le nouveau CTO, il a un profil beaucoup plus organisationnel. Lui, par contre, partir un peu de la technique, ça le dérange moins. Parce que lui, il aime organiser, donc ça va très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans son équipe, on a mis un tech lead, parce qu'il préférait ça. Et après, mettre un Scrum Master, c'est aussi pour alors, ça ne veut pas dire aussi que dans cette équipe-là, il y a du Scrum. Pas forcément. Mais c'est qu'il faut quelqu'un qui va être là pour organiser l'équipe, gérer les daily Scrum, enfin en tout cas les daily meetings, et une autre force d'organisation dans l'équipe. Sinon, il y a un bottleneck. En fait, tu essaies d'éviter les bottlenecks au maximum. Quand il y a quelqu'un qui te dit là j'en peux plus, je suis trop sollicité, si tu fais rien, il explose. Donc toi tu dois faire quelque chose. Donc souvent tu mets une autre personne qui va le décharger. Dans l'équipe infra, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un mec qui est devenu chef de l'équipe, et après là on a réfléchi pour mettre quelqu'un qui va être operation manager.
c'est lui, donc forcément il va libérer le mec qui est le chef de l'équipe, parce qu'il va pas gérer le côté opérationnel, donc le côté gestion des astreintes, organisation des mises en production, etc. Tout ça, ça va être lui qui va gérer ça, et du coup il va pouvoir gérer plus les projets, avoir un peu plus de temps pour gérer les projets qui vont arriver, quoi. Sinon il avait trop de travail. Donc c'est comme ça que tu fais enfin en tout cas moi je pense que c'est dès que tu vois que il commence à avoir trop de sollicitations, il faut que tu puisses l'aider et faire monter des gens pas qui le méritent, mais en tout cas qui ont les capacités de le faire. Et c'est à peu près logique. Par contre, si tu me parles de feature team ou de Scrum même, en fait nous c'était un peu une taille bâtarde. En fait une taille bâtarde par rapport à tous les sujets traités. Dans l'équipe de dev, il y a maintenant 7 personnes. Mais en fait, en nombre de sujets différents, il y en a au moins 5 ou 6. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc du coup, faire des features team, ça a peu de sens. Il aurait fallu recruter beaucoup plus, ou bien, c'est très compliqué. Je vais pas avoir assez de dev pour chaque feature. Et puis normalement, une feature team, tu mets aussi un DevOps, un QA. Il y a même pas de QA chez Nibet. Donc du coup... donc tes développeurs, c'était bout en bout de la conception, DevOps, alors ils devaient faire Alors pas le DevOps, parce qu'on avait encore cette dichotomie entre Dev et l'infra. Ça a cassé, c'était un peu difficile, c'était un peu le modèle de base. Donc c'est l'infra qui s'occupait de l'automatisation des déploiements, exactement, tout ça. Et par contre, le dev avait créé son build, il était après géré par l'infra. Et par contre, on voulait quand j'étais dans les entretiens de recrutement des développeurs full stack, ce que je leur disais, c'est ça, c'est que vous allez être dev, mais responsable de vos features. un peu product owner. Même si j'aurais préféré qu'on embauche un product owner qui fasse que ça a été fait vers la fin. J'aurais préféré qu'il y en ait eu un plus tôt. Mais ce qu'on disait, c'est que par exemple, si on refond une application back-office, par exemple, je m'attends à ce que tu ailles voir les utilisateurs et que tu fasses un épique dans Jira et que tu crées tes différentes tâches à faire. Après, c'est revu par ton chef ou moi-même, mais tu sois vraiment proche de l'utilisateur et que tu sois autonome. Et pas que tu sois attentiste. Donc on veut des gens impliqués là-dedans. Et ça, c'était important parce que au début, l'équipe montait très vite, il y avait beaucoup de choses à faire, mais on avait du mal à se structurer assez vite, donc il fallait des gens autonomes. Si des gens étaient là à vouloir attendre qu'on leur donne du travail, sans être proactifs, ça n'aurait pas marché. On a trouvé des gens un peu comme ça c'était cool. Ouais. Ils étaient assez autonomes pour même organiser le projet, quoi. Et aller de bout en bout. Ouais. Ok. Petit sujet qu'on n'a pas abordé d'un point de vue technique. Unibet, j'imagine qu'il y a quand même de la data, il y a de la stat, il y a des problèmes de sécurité, des paiements. C'est des chantiers que tu as menés, c'est des enjeux techniques à venir côté Unibet, ce sont les enjeux de demain. Est-ce qu'il y a des... La sécurité, c'est un enjeu permanent. Il était déjà avant, puis ça continue parce que Unibet, c'est régulé, en fait, c'est un marché régulé, le pari sportif, donc il y a des audits de sécurité tous les ans. Donc de toute façon, ces exigences-là doivent être faites tous les ans. Donc au niveau sécurité, on doit être à jour. Donc ça, et on a une équipe de sécurité au niveau du groupe qui va elle aussi pas faire des pen tests, mais en tout cas de faire des essais de petits tests d'intrusion et nous relever des problématiques, qu'on puisse les voir avant qu'on ait un audit. Donc ça, je pense qu'on peut dire que c'est assez sécure. Les gros enjeux qu'on a dû faire, c'est les enjeux d'attaque des DOS. Par exemple, ça, je pense que c'est l'année dernière, depuis les 2-3 dernières années, ça a été des enjeux importants pour les boîtes, les pure players en fait, qui sont pas mal exposés sur le net. Et en plus, le pari sportif, c'est quelque chose qui a été assez touché. Donc ça, il a fallu que, grâce justement à au chef d'équipe infra qui lui avait cette expérience-là avant, il nous a prévenu assez tôt en fait, en disant faites gaffe à ça. Et là, on s'est mis très vite à se protéger. Ouais. Et bon, malgré tout, des intrusions, des trucs où tu as eu un peu chaud sous les bras ou... c'est des DOS, on en a eu. Donc, mais on était quand même protégés, mais on a eu des conséquences, mais on s'en est pas trop mal sorti. Par rapport à d'autres concurrents, on s'en est pas trop mal sorti.
Et mais au-delà de la sécurité, on était plutôt bon. Après, je ne vais pas parler des vulnérabilités de l'entreprise, hein, c'est sûr. Hein, je ne vais pas te parler de ça. Mais au niveau de la sécurité pure, on était assez à jour. Ouais, c'était assez à jour. Mais c'est sûr que par contre, c'est des enjeux permanents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire maintenant, notre audit il est passé, c'est bon. C'est quelque chose qui doit être. Par exemple, les montées de version pour les différents serveurs se font en permanence. Donc tous les serveurs sont mis à jour pour qu'on n'ait pas de problème en cas de vulnérabilité. Parce que si on ne fait pas les montées de version régulièrement, le jour où on doit le faire parce qu'il y a une faille, ça va faire très mal. Il n'y a plus rien qui va marcher, quoi. Donc les montées de version se faisaient de manière continue. À chaque fois, quoi. Ouais, ok. Dès que possible, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose ? Attends, il fallait que je prépare ça. On n'a pas eu télétravail et je pense que c'est le télétravail. On a passé un an, pas un an, j'ai passé 10 mois avec eux en télétravail et c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un tour d'expérience que moi je pense que c'est l'avenir et j'entends beaucoup quand j'écoute les médias beaucoup de choses négatives dessus. Des fois j'écoute France Inter et j'entends que des psys qui disent à quel point c'est mauvais, à quel point c'est pas possible et j'entends très peu de témoignages positifs. Je trouve ça assez étonnant, surtout dans le monde de l'IT. Alors je peux comprendre qu'ils balayent un peu tous les. Ça t'a généré aucune difficulté, toi, d'un point de vue managérial, distanciation des équipes On a eu des gens il a fallu faire attention. Surtout aux gens qui étaient la problématique, et je pense que si je dois recommencer je ferai attention à ça, c'est comment on appelle ça, c'est la sursollicitation en fait avec tous les réseaux sociaux qu'on a dans une entreprise, que ça soit des fois il y avait du WhatsApp, des fois il y avait du Teams, des fois il y avait les mails. Tu vas avoir tout ça et ça du coup avec le télétravail il est utilisé, c'est-à-dire que tu as des chats en permanence et aussi à des heures des fois indues. Tu vas avoir des chats à 20h, à 22h, à 23h la nuit. Les gens tu sens en fait qu'ils n'arrivent plus à faire certains, pas tous, mais à faire la différence entre le travail et le après-travail. Et ça, on s'en est rendu compte peut-être un peu tard, parce que ça nous a causé des torts, mais il faut absolument que les gens comprennent qu'ils peuvent se déconnecter. Il y a des outils comme Teams par exemple, il te permet de dire après 19h, à l'heure que tu veux, j'ai plus de notifications. Sinon, tu es notifié en permanence. Et ça, par contre, ça crée vraiment un problème. Ça va être dû au télétravail, parce que sinon, il y a beaucoup de choses que tu ferais en allant voir directement la personne, par exemple. C'est-à-dire que tu peux passer ta journée à répondre à des gens, en fait, en télétravail. Il faut vraiment que tu arrives à te discipliner en disant, ça, c'est pas important. Je coupe les notifs. Ouais, même pendant la journée, c'est-à-dire que comme personne peut venir te voir en direct, il te parle en chat. Est-ce que vraiment tu aurais pas dit, si tu avais été dans les bureaux, non là j'ai pas le temps, reviens plus tard, tu lui aurais dit ça en fait. Mais du coup, comme c'est un moyen, t'as le seul moyen de communication et surtout quand t'es manager en fait, t'as beaucoup de gens qui vont te parler. Ça par contre faut être discipliné et dire que là j'ai pas le temps je suis désolé, ou tu réponds pas et la personne elle doit comprendre que c'est pas contre elle en fait. C'est juste que reviens plus tard. C'est comme tu viens à mon bureau, il y a personne, tu reviens plus tard. Tu me parles, je te réponds pas, tu recommences plus tard. Donc toi c'est la seule c'est ça ouais, c'est le seul sujet le reste, un peu douloureux du home office que le reste c'était sans aucun problème. Je trouve que les réunions c'est 100 fois plus efficace, c'est-à-dire que quand tu fais une réunion à 5-6 personnes, déjà ça te force à écouter parce qu'en fait personne parle en même temps. Et t'as onboardé du monde pendant combien de temps? Je pense que ça fait 3 personnes peut-être. Non, 2-3 personnes. Tu avais mis en place des choses spéciales pour l'onboarding des nouveaux arrivants. Est-ce que ça s'est bien fait? Est-ce que ça n'a pas été un point de douleur? Ça a été. Il y a eu une seule personne quand j'étais là, et la deuxième est arrivée quand je partais. Écoute, Jonathan, peut-être qu'il en parlera, mais apparemment ça n'a pas été trop douloureux, non? Okay. Non, il a été accueilli comme on l'aurait accueilli. On lui a des documentations à lire, beaucoup de communication, on s'appelait souvent, les équipes s'appelaient souvent. Le matin, je sais que l'équipe infrastructure ils prenaient un café ensemble, par exemple. Tu vois. En visio? Bien sûr, ouais.
prenaient un café ensemble, ils parlaient un petit peu de manière informelle comme on l'aurait fait si on était... Donc du coup, non mais c'est intéressant parce que je pense que c'est pas des pratiques répandues, mais se dire tiens on va se boire un café, on se fait un café visio en fait. Ouais, ils faisaient ça, ouais. Dans l'équipe de dev, de toute façon tous les matins ils se parlaient, donc il faut recréer des moments comme ça. Alors moi j'en crée un peu moins avec mes équipes, mais enfin il faut qu'à un moment donné des fois ça m'arrivait d'appeler quelqu'un juste et puis on avait une discussion pendant un quart d'heure de la vie quoi. Enfin, mais en tout cas j'ai pas l'impression que il y a des problèmes de performance ou de productivité ou d'implication ou de... Non. Par contre, faut être à l'écoute des gens. Je pense que c'est ça le truc, mais c'est pas un problème, quoi. Et après, j'espère que le futur, ça sera le télétravail et des points de ralliement de temps en temps. C'est-à-dire que c'est normal de se dire, quand on est dans une entreprise, on fait partie d'une entreprise, c'est bien de se voir quand même. Donc de temps en temps, genre toutes les 3 semaines, on fait un point de ralliement. Mais je pense que le modèle maintenant, ce serait plutôt ça que de se dire, je sais pas, un jour de télétravail par semaine parce qu'on sent qu'il y a une pression sociale qui demande de le faire. Voilà, donc je témoigne sur le fait que ça se passe bien. Ouais. Ça se passe plutôt très très bien. Ok. Et bah, je pensais ne plus avoir de questions. Et du coup, je t'ai demandé. Mais en fait, j'en ai une petite dernière. Ouais. Comment tu fais pour progresser ? Moi, déjà, il faut lire. Je pense qu'un CTO ou même quelqu'un qui aime la technique, il lit beaucoup d'articles. Moi, j'ai un fil d'informations, que ce soit Medium, que ce soit, ça c'est classique, ou dev.io, je lis beaucoup d'articles techniques. Dès que j'ai un peu de temps, j'en lis un, quoi. Donc ça me fait, je suis curieux de ça. Il y a des podcasts, il y a des cast-codeurs, je sais pas si tu connais, non ? Celui-là, non. En fait, c'est des experts Java. T'as Emmanuel Bernard qui bosse chez Red Hat et qui fait un truc qui s'appelle Quarkus. Quarkus, je pense, c'est sûrement le futur de Spring Boot, tu vois. Pas Spring Boot forcément, mais c'est le futur un peu de Java. Et t'as quelqu'un qui s'appelle Audrey, je sais plus comment, qui bosse chez Spring. T'as des gens qui bossent dans des boîtes un petit peu pointues dans le monde de Java, en tout cas, et qui tous les mois ils font un podcast et puis ils couvrent tout, du dev au front à l'infra à tout. C'est assez exhaustif, des fois c'est un peu chiant parce qu'ils vont même te dire qu'est-ce qu'il y a dans la version 2.4.1 de Spring Boot par rapport à celle d'avant. Mais souvent ça donne un peu ça te dit vers quoi, c'est quoi la pointe en fait, c'est quoi la pointe de ce langage-là en tout cas, et même sur d'autres langages ils en parlent. C'est quoi la pointe ? Toi t'es là parce que forcément toi t'es dans l'opérationnel, mais c'est quoi qui va arriver dans les 2-3 ans par exemple ? Sûrement ce qu'ils sont en train de raconter, c'est ce qui va arriver. Donc c'est assez intéressant de l'écouter régulièrement. Et puis après tu progresses aussi dans ton travail aussi tous les jours. Enfin t'apprends quand t'as un conflit managérial, quand tu vas tu vas frapper des murs et tu vas apprendre pour pas que ça recommence, quoi. Donc je pense que tous les jours t'apprends surtout grâce à ça. Mais tout ce qui est pour se tenir à jour techniquement, c'est plutôt ça, ouais. Plutôt de la documentation en ligne et puis des podcasts. Ouais. Des bouquins ? Un bouquin conseillé ? Technique ou pas ? En ce moment, je lis pas beaucoup, ça c'est pas bien, mais donc je vais pas en conseiller un. Non, je sais pas si des bouquins techniques, mais je lis des articles. Ouais, t'es plutôt articles, podcasts. Ouais, et puis si jamais je vois qu'il y a vraiment, je veux lire une doc, je vais lire la documentation de l'outil en fait, mais je sais pas, ça se lit encore les bouquins techniques. Je sais pas, je me demande. Je pense qu'il y en a encore qui des bouquins avec des animaux là dessus. Hein, je sais pas trop. Je sais pas. Ouais. Ok. Bon, moi j'ai plus de questions. Je sais pas si tu voudrais que je t'en pose d'autres, mais si c'est pas le cas, tu pourras pas m'en poser d'autres, donc ça va aller alors. Si c'est pas le cas, je vais me taire. Ça marche. et je vais te proposer un café. Ouais, ça marche. Merci. Ciao Arnaud. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.